aussitôt entré, le vent que vous entendiez jusqu'alors ne semble plus avoir d'influence sonore dans les vastes salles sans vie. Vous vous souvenez bien de ce lieu. Vous y êtes tous allés. Pas en même temps, pour des motifs très différents, mais vous commencez l'exploration d'une maison avec un certain sentiment de regret. Cette bâtisse qui, comme vous le mentionnez autrefois, était celle d'un artiste, somptueuse, ne semble plus être qu'une sorte de ruine médiévale auquel les squatteurs auraient fait leur loi. Le hall est une vaste pièce dans laquelle des peintures en décomposition vous épient comme si vous étiez des indésirables. Au milieu, un fabuleux meuble victorien tient encore debout malgré l'absence d'un de ses 4 pieds. Plusieurs papiers sont éparpillés. Il y a également une arme en très mauvais état. Devant vous, l'escalier double et délabré qui mène au premier étage. Entre les 2 escaliers qui montent, une porte en métal qui, vous le savez, descend dans la cave. À gauche et à droite, 2 couloirs mènent à des ailes dans lesquelles certaines pièces du manoir se trouvent. À gauche, la salle à manger, la cuisine, le dortoir des domestiques qui semble s'être effondré sur lui-même. Et à droite, à travers des portes fermées, peut-être même verrouillées, la salle d'art d'Alexander et son bureau personnel. Eh bien, cela me chagrine. Il n'y a pas plus belle maison que celle où l'on se sent chez soi. Et peut-être bien que c'est le problème actuellement. Je me sens comme chez moi. Je vais me diriger vers l'arme au mur, et je vais parler à voix haute à mes compères. Oh, quelle magnifique pièce! Cela me fend le cœur. J'ai toujours lorgné sur ce fusil. Un objet de ma convoitise qu'Alexander ne voulait pas me céder. Bon, je pense que si nous devons récupérer quelque chose, je le remettrai en état pour lui, je pense. Mais quelle tristesse cette maison. Ça me fend le cœur de voir que son âme de peintre et d'artiste s'en est allée avec lui. Malheureusement, je pense que tout ce qui est dans cette maison n'est pas à nous et que même si, avec plaisir, je prendrai cette magnifique table un petit peu pour la rafistoler, malheureusement, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Ce n'est pas à nous, malheureusement, et nous ne pourrons pas y toucher. Donc, je vous conseille d'éviter de mettre vos mains un petit peu partout, car s'il y a quoi que ce soit qui se passe ici, histoire d'éviter que nous soyons mis en tant que suspect principal, je ne sais pas sur quoi on va tomber. Non, mais je ne comptais pas le récupérer maintenant, bien évidemment. Je parlais ça dans un futur où potentiellement nous aurions pu récupérer la maison. Je ne pense pas qu'il ait d'héritier ou même de famille proche. J'avais pu en discuter avec lui lors de ses nombreuses séances. C'était un homme très seul et il comptait beaucoup sur ses amis qui sont présents ici. Donc ne vous inquiétez pas, je ne prendrai rien sans avoir l'autorisation légale de le faire, évidemment. Je pense que son bureau et sa galerie d'art aussi également sont peut-être un bon point sur lequel on pourrait aller, puisque peut-être alors je dois avouer que j'ai jamais regardé, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais toutes ces œuvres là laissées à l'abandon, c'est quand même, ça me fend le cœur. Peut-être tombons-nous sur un testament ou quelque chose du genre. Figurez-vous que ce que vous dites tous deux, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. En tant qu'antiquaire de renommée, s'il n'avait pas de famille, comme vous le dites, ou de proches, toutes ces affaires sont désormais la propriété de l'État. Et peut-être qu'alors j'aurais un intérêt à admirer et à aller jeter un œil à sa galerie d'art, car peut-être que je pourrais m'arranger pour être commissionné afin de vendre ces tableaux aux enchères. Certes, il est vrai que ce serait plus acceptable que ce soit l'un de ses proches qui s'occupe de cela, donc je parle évidemment de vous, Robert, mais
je trouve ça quand même relativement, excusez-moi du peu, hein, déplacé de parler de profit dans la maison de votre ami décédé. Écoutez, il l'a dit dans la lettre. Je suis un homme d'argent. C'est principalement pour vous que je disais ne pas toucher. Non, Mais oui, je comprends tout à fait. Je préfère quand même que ce soit vendu de la main de notre ami Robert que un vulgaire voleur vienne attraper n'importe quoi et le revendre sur le... Non, Le marché évidemment, noir. ce n'était pas mon intention de sous-entendre ça, mais c'est vrai qu'on peut lui rendre honneur en tant qu'ami sur certaines choses, c'est-à-dire essayer de protéger ce qui reste de sa mémoire et de ses biens, évidemment, Ça- sans parler de profit. Vous avez une aile gauche dans laquelle se trouve la salle à manger, la cuisine, et vous remarquez que la double porte de la salle à manger est grande ouverte et qu'il y a de la lumière. Quant à l'aile droite, il y a la salle d'art d'Alexandre et son bureau personnel, toutes les deux portes étant fermées. Question, il y avait de l'électricité à cette époque? J'ai oublié, 1909. Il n'y a pas d'électricité, hein. Il y a de l'électricité, C'est le début. mais pas partout, et certainement pas dans un coin aussi paumé que Grafton. Ok, donc c'est une lampe à huile, la lumière, du coup. Ou une bougie. Ou enfin oui, non mais c'est pas électrique, Mais oui. c'est ce que je veux dire. Exactement. Étant donné l'iridescence de cette lumière, tu penses que c'est un feu. Mhm. C'est étrange, le bâtiment aurait été fermé, nous sommes tous témoins de l'ouverture par le garde municipal, enfin l'agent municipal, et il me semble que, oui, écoutez, on peut entendre un crépitement comme un foyer de cheminée. Eh bien, allons voir. allons voir, oui. Ce n'est pas normal. Ah non, clairement pas. Mais puis, rappelons que cette lettre, je prie pour que ce soit Alexander, je vous avoue. Mais j'ai en même temps peur que ce soit Alexander. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, évidemment, mais je crois que l'agent municipal, interrompez-moi si je me trompe, mais a parlé de potentiels squatteurs. Peut-être qu'ils ont réussi à rentrer et à faire un feu dans la cheminée avant de pouvoir déguerpir lorsque nous sommes arrivés. Eh bien, je pense que si c'est le cas, nous sommes probablement repérés vu à quel point nous parlons fort depuis tout à l'heure. Et je vous conseille peut-être de prendre quelque chose dans votre main, on ne sait jamais. Je suis un homme de foi, mais je suis pas fou. Je vais attraper un chandelier. Il y en a sûrement un dans le coin. Et je vais le tenir fermement dans ma main droite. Je veux voir s'il n'y a pas une pierre à jeter directement. Je vais saisir n'importe quel objet qui n'est pas cassable, de préférence. Donc s'il y a quelque chose une barre de fer, de tuyauterie qui dépasse, je vais prendre ça. Sur le chemin de la salle à manger, tous les protagonistes sont soudainement pris d'un sursaut étrange, alors qu'un étrange bruit résonne dans le couloir en provenance justement de la salle à manger. Ce bruit, vous ne sauriez pas le décrire. C'est comme si une braise aurait, ou plutôt dirions-nous, le feu aurait crépité plus fort. Soudainement, au moment d'ouvrir la porte, une nuée de rats sort en précipitation de la salle. Les protagonistes entrent, cela dit, puisque les rats ne font que passer et s'en vont par la porte d'entrée. Il semblerait qu'ils aient fui quelque chose. La salle est grande. Une très grande table, paradoxale étant donné que Van Lang ne recevait jamais personne, à part vous et éventuellement quelques autres connaissances de la Pennsylvanie, et ne vivait quotidiennement qu'avec 2 domestiques qui ne mangeaient pas dans cette salle. Alors que les protagonistes progressent, ils remarquent que la salle est éclairée par la lumière d'un feu de foyer, devant lequel un somptueux fauteuil trône dos à eux. Un repas, toujours présent sur la table, mais on ne se risquerait pas de le manger. Quelques croquis sont disposés ici et là, représentent un nuage noir, souvent affublé du nom Azazel. Quelques bibliothèques en désordre laissant apparaître des livres religieux. Il semblerait que Van Long eût été très croyant.
Regardez encore une fois ce nom d'Azazel présent sur ces croquis. On dirait un phénomène de... Non, je ne pense pas que ce soit ça, mais De paranoïa. on peut diagnostiquer ça comme ça, effectivement, mais peut-être un choc psychotraumatique, je pense. Quelque chose qui l'aurait traumatisé avec ce nom et il l'aurait rattaché ce nom à ce trauma. Vous pouvez noter que ils sont tous face au siège, comme si Alexander les avait disposés pour qu'ils soient constamment dans son périmètre de vue et qu'il ne puisse pas lâcher du regard ces croquis d'Azazel. Je pense que c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé. Je n'en connais pas l'origine, mais ça m'intrigue énormément. Je suis peut-être d'accord avec vous, il n'y a aucun souci avec vos méthodes scientifiques, mais je pense que la première chose à faire, c'est... Je lève la voix. Je dis... Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Aucune réponse. Les mots te sont retournés. Personnellement, si ça ne dérange personne, je préfère passer devant avec la tuyauterie afin que mes comparses puissent intervenir en cas de problème, car j'ai la plus longue portée pour pouvoir frapper. Eh bien, au valeureux les honneurs. Je récite quelques prières pas en étant en transe, mais en ayant très peur de ce qu'il y a derrière ce fauteuil. Et je me prépare avec mon caillou un petit peu le bras en l'air au cas où si quelque chose venait à arriver à Alfonso. Le feu dont on voit maintenant donc l'origine, le bruit de tout à l'heure, comme si on avait ravivé la flamme, est-ce qu'il y a un soufflet, une bûche qui serait peut-être tombée? On peut peut-être voir ça ou pas du tout? Eh bien, ce que vous remarquez, c'est pas tant le feu, c'est que, alors que vous progressez vers le fauteuil, vous remarquez une main posée sur l'accoudoir, auquel est forcément relié un bras. Je vais avancer très doucement, malgré le bruit qu'on a pu faire. Toujours la barre de fer, comme une batte de baseball, en fait, armée pour donner un coup. Et je vais avancer en disant... Qui que vous soyez, ne bougez pas, surtout, hein. Sinon, vous allez voir... Et je finis pas ma phrase parce que j'ai la voix tremblotante, parce que je n'ai pas l'habitude de la violence. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez traumatisant de voir une main posée sur un fauteuil qui est censé être vide. Alors, ce qui est étrange, c'est que soit tu as un élan et la personne assise est intimidée, soit elle ne semble pas t'entendre. Je vous aurais prévenu, hein. Vous me suivez, hein. Et je regarde une demi-seconde s'ils sont vraiment derrière moi, au cas où. Et je vais me jeter devant le fauteuil avec la barre en mode frappe. Quand il s'apprête à se mettre devant ce que tu vas voir, je sais pas ce que tu vas voir, je fais des prières au lieu de parler dans ma barbe, je commence à lever la voix et faire des prières beaucoup plus fortes de peur de ce qui va se passer, juste pour tenter de le protéger entre guillemets. Robert et Crawford, vous assistez à la scène assez étrange où vous voyez Alfonso qui, surexcité, saute devant le fauteuil. Et ce que vous voyez après, c'est son regard assuré soudainement devenir livide. Vous avez l'impression qu'il s'apprête à vomir à chaque instant. Alors que vous arrivez au niveau de ce qu'il voit, vous aussi, vous devenez livide. Car est assis sur ce fauteuil un cadavre en décomposition de votre ami Alexander. Faisons une petite pause. Quel atroce spectacle se dévoile devant nos protagonistes. La vision de leur ami mort, mais
Qui a bien pu le placer là? Quel esprit torturé, diabolique, peut-il jouer des tours à nos malheureux amis? Anthony, Quentin, j'ai une proposition à vous faire. Que diriez-vous d'un petit indice, fruit de la pensée de certains des grands auteurs de notre histoire? Dis toujours, mon ami. Un choix honorable. J'ai rencontré, il n'y a pas si longtemps de cela, un poète irlandais fort original qui m'avait dit au moment de venir me voir: nous sommes tous, chacun, notre propre démon, et nous faisons de ce monde notre enfer. Très bien, retournez-y. Après tout, il semblerait que cette histoire soit bien plus profonde qu'un simple aller-retour dans une maison moribonde. Alors que vous revenez dans cette salle à manger, vous remarquez, dans la poche du peignoir de votre défunt ami, un mot. Simplement sont écrites les lettres Azazel. Du coup, face à ce cadavre, donc de notre ami Alexander, étant donné que Robert et Peter ont déjà vu donc Alexander, je vais retirer mon manteau et par respect, je vais le mettre donc sur le cadavre afin donc de cacher la vue de mes amis de ce corps inanimé, et je vais au passage récupérer le petit bout de papier qu'il a dans son peignoir afin de le lire et de leur montrer. De par ton statut de médecin, tu es horrifié par le fait de voir ton ami ainsi représenté. Mais bon, tu as déjà travaillé avec des médecins légistes, tu as déjà travaillé avec des croque-morts, donc ce n'est pas étranger de voir un cadavre même décomposé depuis 10 ans. Mais ce qui semble étrange, c'est qu'un vent rentre dans cette salle à manger et semble un peu bousculer tout. Vous êtes frappé de vision. Vous êtes dans le bureau d'Alexander. Vous remarquez, vous notez véritablement comment est-ce que tout est agencé. C'est très organisé. Alexander semble parler à quelqu'un de dos. Un homme assez grand, dont vous ne distinguez absolument pas les contours, dont vous entendez toutefois la voix, mais il semble assez étrange. « Que me voulez-vous? Démon, sortez de ma tête !» Oh, mais cher Alexander, je ne suis plus dans votre tête. Crawford vous fera partir dans vos enfers. Je suis un enfant du Seigneur. Je n'ai crainte de vous. Oh, j'ai bien peur que l'homme de Dieu soit bien trop loin pour vous porter secours en cet instant. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Quel triste spectacle. Alexander dégaine son arme et fait face au démon. Vous... Alexander se fige alors qu'il voit le visage du démon. Vous ne vous attendiez pas à ça? Il s'approche d'Alexander. Ce dernier tire. Mais les balles, bien qu'elles touchent l'homme, ne semblent pas faire de mal. Vous ne m'aurez jamais, monstre! Il retourne l'arme contre lui-même et il tire. Et la vision s'arrête sur ce tir. Vous vous réveillez. En fait, c'est plutôt Crawford qui, agrippé à son chapelet, vous réveille. Oui, Robert? Non, rien. Non. Je Écoute, crois bien que si. Écoutez, sortons de cette pièce, je vais couvrir le corps et appelons la police afin qu'ils puissent venir le chercher. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, là Non, discutons-en après, occupons-nous de notre Attendez. ami pour Attendez, l'instant.
Alors, je me mets à genoux face à lui déjà. Et frénétiquement, je me mets à prier pour mon ami, tout simplement. Il n'est pas censé clairement être là. Il a été potentiellement déterré. C'est quelque chose d'extrêmement triste que je vois. Ça m'attriste de tout mon âme, et je prie sans vraiment réussir à prier, comment dire. Je trouve même pas mes mots dans ma tête. J'arrive pas à me faire le vide. Je suis vraiment en transe devant le cadavre, moi. J'arrive pas à faire quoi que ce soit. Robert, je vais vous demander d'accompagner Peter à l'extérieur, s'il vous plaît. J'aimerais vérifier quelque chose avant ça. Alors faites-le vite, il faut que je couvre le corps et que nous puissions le contacter, comme je vous ai dit, la police afin de ramener le corps. Alors que vous avez cette réflexion, un vent terrible souffle dans cette vaste salle. Les portes, qui étaient autrefois déjà bien ouvertes, le sont encore plus. Vous entendez une porte se claquer au loin. Étrange, vous entendez même plus que ça. Il semblerait que le vent ait fait basculer quelque chose de lourd. Quelque part dans les couloirs, peut-être. Écoutez, avant d'aller investiguer là-dessus, déjà Crawford, je lui serre l'épaule un peu avec ma main. Accrochez-vous, il n'y a rien de plus honorable et courageux que des larmes. Je me lève quand il me met la main sur l'épaule, et j'essaie de partir, surtout d'éviter de encore être en contact visuel avec Alexander, parce qu'il reste d'Alexander. Monsieur, il faut... cette lettre que nous avons reçue, ce n'est pas normal. C'est quelqu'un nous fait clairement... C'est soit l'œuvre du malin, soit quelqu'un nous fait clairement une farce. Mais cette personne n'est pas bien intentionnée. Ce n'est pas une simple petite farce que nous avons là. Je me doute bien que tout le monde le comprend, mais je tiens à le mettre au point. Avant de théoriser là-dessus, je pense que nous pouvons nous calmer. Certes, c'est un triste portrait que nous avons là de notre ami défunt, mais je vais vous demander de garder votre sang-froid et votre calme, de sortir de la pièce et de contacter, s'il vous plaît, la police, afin que je puisse mettre le corps dans des conditions viables pour qu'il puisse être retransporté à la morgue et réenterré. Car je pense que ce vandalisme doit être puni. C'est notre ami et sa tombe a été vandalisée, et je trouve ça inadmissible. Je sors de la pièce, moi. Je sors de cette pièce et je vais dans le hall principal. Robert, nous discuterons après de ce que nous avons vu, mais Laissez-moi simplement quelques secondes. faites, Je vais mais sortir. quelques secondes, c'est tout. Donc je vais me diriger vers les dessins d'Azazel qu'il y a au mur, et je vais essayer de les observer de plus près, de les regarder. Et si je constate rien de plus et que ça a juste l'air d'être des croquis, je vais essayer d'en fixer en particulier, de fixer la forme et de murmurer en faisant en sorte que Alfonso ne m'entende pas. Azazel, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? C'est étrange parce que au moment où tu dis ça, tu as comme l'impression que quelque chose te murmure dans ton fort intérieur, très 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 insidieusement. Derrière toi. Je me retourne pour constater. Derrière toi, il y a le fauteuil avec Alexander, Alfonso qui le met mieux, plus présentable étant donné son statut de profanation, et sur la table plusieurs d'autres croquis faisant référence à la même chose ici et là. Et très au loin, il y a Crawford qui est sorti de la pièce, mais pas exactement derrière, il est plutôt décalé par rapport à là où tu étais. Très bien. Bon, Alfonso, je m'en vais. Je vous laisse gérer la situation. Je ne suis pas homme d'église ou homme de foi. Mais il faut vraiment au plus vite se débarrasser de ce corps et le ramener d'où il vient. Il y a quelque chose
d'impie ou de vraiment anormal avec ce corps. Écoutez, toute chose a une explication rationnelle. Je ne peux encore pas l'expliquer. Je n'ai pas la science infuse, bien que je sois un homme de science. Cela dit, il est vrai que ce que nous avons vécu il y a quelques minutes ne me laisse pas indifférent sur la nature de ce traumatisme qu'a pu avoir Alexander. Je ne peux pas le nier. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Mais pour l'instant, je vais décider de mettre ça de côté et d'essayer de trouver une explication rationnelle, comme l'homme de science que je suis. Cela dit, je pense que il y a quelque chose tout de même d'humain derrière cette histoire. Un potentiel maître chanteur ou peut-être un psychopathe. Qui sait ? Je ne peux pas vous le dire. Peut-être, en tout cas, faites au plus vite. Et un dernier détail, sachez que la voix de la personne que vous avez entendue aussi il y a quelques minutes était la même que dans mon rêve cette nuit. Je prends ça en note et je vais peut-être vous demander de voir avec notre homme de foi, de potentiellement utiliser ces rites religieux sur vous peut-être, afin de purifier votre âme, bien que bon, je n'y crois pas trop, mais il est vrai que je pense que ça peut être utile dans ces situations-là, surtout avec ces événements. Mais contactez la police ou une personne à proximité qu'on puisse ramener notre ami dans une sépulture décente. Certes, portez-vous bien. En parlant d'homme de foi, celui-ci, en sortant de la pièce, remarque deux choses. D'abord, que le hall est plongé dans une grande obscurité. Ensuite, il remarque un bruit venant de sa droite, venant de la cuisine.